Au début du XVIIe siècle, le shogun, souverain du Japon, apprend l'histoire suivante. Un jour, le roi du Portugal dit à son conseiller: il existe en Orient un pays très lointain appelé Japon, où l'or et l'argent abondent. Pourquoi ces terres ne pourraient-elles pas venir enrichir mes domaines? La meilleure façon de nous rendre maîtres de cette terre est de nous servir de notre religion et ensuite d'y envoyer notre armée. Le shogun, Tokugawa Ieyasu, et ses légions de samouraïs ne craignent pas les récits d'invasions étrangères. Ce chef puissant est parvenu à ramener la paix au sein d'une nation déchirée par la guerre. Pourtant, il a conscience que les dangers extérieurs et les troubles internes demeurent une menace. Grâce aux écrits de plusieurs observateurs, la trace d'une période remarquable est parvenue jusqu'à nous. Témoignage d'une époque où le Japon tout entier est soumis à la volonté du shogun. Voici les mémoires de l'empire secret du Japon. Alors que nous étions au Japon depuis 5 ou 6 jours, un jésuite portugais fit son apparition et prétendit que nous étions des pirates. Dès lors, nous ne cessions de penser que nous serions crucifiés, à la peine capitale de ce pays. Je m'attendais à mourir tous les jours. Sauvé des mers et emprisonné, William Adams, le premier Anglais à fouler le sol du Japon, a de bonnes raisons d'être inquiet. Nous sommes en 1600 et les catholiques portugais bénéficient d'un très vieux monopole commercial avec le Japon. Lorsque William Adams est arrivé au Japon, l'Europe était déchirée par des guerres de religion et les missionnaires catholiques n'ont pas du tout apprécié d'apprendre que 2 Anglais, dont un protestant, avaient échoué sur les côtes nippones. Tokugawa Ieyasu, le chef militaire le plus puissant du Japon, fait venir William Adams dans son château. Au lieu d'ordonner son exécution, il veut en savoir plus au sujet de cet étranger. Une convocation pour le moins inhabituelle, lorsque l'on sait que seuls les militaires de haut rang ont l'honneur d'être reçus par le shogun en personne. Le roi m'a demandé de quel pays je venais et ce qui nous avait motivés à venir dans ce pays si lointain. Je lui ai fait connaître le nom de notre pays, lui transmettant notre désir d'amitié. Mais Ieyasu est intéressé par autre chose que de simples relations d'amitié. Il me demande alors si notre pays est en guerre. Je lui réponds oui, contre le Portugal et l'Espagne. Il m'a posé diverses questions. Il m'a demandé en quoi je croyais et quel était le chemin que nous avions pris pour venir dans ce pays. Ainsi, je suis resté avec lui jusqu'à minuit. Alors que la rencontre touche à sa fin, William Adams se hasarde à émettre une requête au nom de son employeur néerlandais. Je désirerais entretenir des relations commerciales avec votre pays, comme vous le faites avec les Portugais et les Espagnols. Pour Ieyasu, la demande tombe à point nommé. Le shogun accorde beaucoup de valeur aux échanges commerciaux qu'il entretient avec les marchands portugais et espagnols. Néanmoins, leur missionnaire catholique, qui prêche la foi en un Dieu plus puissant que lui, le préoccupe grandement. Afin de lutter contre l'influence de ceux qu'il considère comme une menace à sa propre autorité, Ieyasu exige d'avoir sa propre marine marchande. Et pour cela, William Adams dispose des compétences adéquates.
jeune pilote a été apprenti dans la construction navale. Ieyasu lui demande de construire 2 navires capables de naviguer en haute mer. Je lui répondis que je n'étais pas un charpentier et que je n'en avais pas la moindre compétence. « Fais de ton mieux, dit-il. Si ce n'est pas bon, peu importe. » Il est impossible de nier que William Adams exerçait une certaine influence lorsqu'on lui a demandé de construire ces 2 navires. Ce sont les premiers navires européens à avoir été construits au Japon. Ils étaient construits par des ouvriers japonais, bien évidemment sous son contrôle. Ensuite, ils ont navigué jusqu'au Mexique de manière relativement sûre. Désormais, Ieyasu dispose de l'avantage qu'il désirait. Il n'hésite plus alors à expulser les missionnaires catholiques qui ne cessent de convertir de nouveaux fidèles et de créer de nombreux problèmes. La vie était suffisamment compliquée sans ces étrangers agaçants qui s'immisçaient un peu partout. C'est probablement pour cette raison qu'il ne voulait pas de chrétiens au Japon. Ieyasu remplace son interprète catholique par William Adams, qui est parvenu rapidement à maîtriser la langue japonaise. C'était bien évidemment un protestant. Ieyasu savait qu'Adams n'avait aucun intérêt à aider les missionnaires catholiques. C'était donc un homme qu'il fallait avoir à ses côtés. Ieyasu désire entretenir ses rapports commerciaux avec l'Occident, mais selon ses propres termes. Adams le convainc que les protestants n'ont aucune intention de convertir son peuple. Ieyasu fera d'Adams son agent commercial, qui négociera, en des termes particulièrement favorables, des accords au nom de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. L'installation des Hollandais est faite à présent. Je leur ai obtenu des privilèges commerciaux que les Espagnols et les Portugais n'ont jamais pu obtenir au terme de 50 ans de présence au Japon. Adams se mariera au Japon et adoptera le mode de vie japonais. Il arbore le kimono traditionnel et se voit autorisé à porter les 2 sabres des samouraïs. Il se verra offrir une propriété dotée d'environ 80 domestiques, ce qui est de loin bien mieux que ce que son niveau de vie aurait pu lui permettre en Angleterre. Je crois que sur la fin, il ne désirait plus retourner en Angleterre parce qu'il savait qu'il redeviendrait un simple ouvrier, tandis qu'au Japon, il avait de très nombreux domestiques à son service. Adams a pu jouir du privilège de rendre visite à Ieyasu dans son salon de thé pour une conversation privée et informelle, à l'écart de la cour. Le cérémonial ne manque pas d'impressionner le marin occidental. Les invités ouvrent la barrière et empruntent un chemin au milieu d'un bois jusqu'au salon de thé, contemplant calmement le décor. Ils abandonnent alors leurs ombrelles et leurs sabres pour les déposer dans une sorte d'armoire placée à l'extérieur et prévue à cet effet. Si Adams et Ieyasu entretiennent en privé des discussions politiques, le salon de thé constitue également une retraite où les 2 hommes peuvent se ressourcer. Cette réunion pour le thé et la conversation n'a pas pour but de mener de grandes discussions, mais de scruter les âmes et d'observer paisiblement et modestement les choses qui nous entourent pour réfléchir et comprendre les mystères qu'elles contiennent. Ieyasu craint qu'une modification de sa politique extérieure ne vienne compromettre une paix qu'il a eu tant de mal à forger. Néanmoins, son principal défi demeure le maintien du contrôle des 260 chefs militaires et de leurs formidables armées de samouraïs, farouchement épris d'indépendance.
Tokugawa Ieyasu devient shogun en 1603, après avoir unifié un Japon déchiré par des années de guerre civile. Tous les grands chefs militaires se battent depuis un siècle. Ils en ont assez et veulent conforter leur position. Mais comme le décrit un chroniqueur de la cour, la tâche n'est pas simple à réaliser. Bien qu'il ait conquis le pays à cheval, étant un homme de sagesse, il sait qu'il est impossible de le gouverner de la sorte. Sa principale préoccupation est de découvrir la clé du pouvoir, de savoir comment se gouverner lui-même, ainsi que le peuple et le pays. Ce qui a permis à Ieyasu de devenir un grand chef, c'est qu'il était entouré de personnes très compétentes qui croyaient en lui. Un jour, un samouraï de rang inférieur demanda audience à Ieyasu qui l'écouta attentivement. Une fois le samouraï parti, un seigneur dit à Ieyasu « Quelle perte de temps !» Le shogun répondit alors « Il a fallu un grand courage à cet homme pour m'approcher. Si je ne l'avais pas écouté, il ne serait jamais revenu. » Mais la paix ne peut être garantie par un seul souverain, aussi puissant soit-il. Ieyasu sait qu'il doit diminuer le pouvoir des daimyo, les seigneurs féodaux. Ces seigneurs possèdent de très vastes domaines centralisés. Leur souci principal consiste à essayer de contrôler tout et tout le monde à l'intérieur de leurs terres. Ils contrôlent la production des ressources, la vie de leurs guerriers et la vie des paysans. Ieyasu permet aux daimyo de diriger leur domaine, mais leur interdit de faire quoi que ce soit qui puisse renforcer leur pouvoir ou leur statut par rapport à leurs semblables. Sous le règne des Tokugawa, les daimyo sont contraints de se contenter de leur unique château. Pour l'agrandir, ils doivent en obtenir l'autorisation. S'ils désirent un nouveau navire, ils doivent en faire la demande au shogun. Dans le cas d'une alliance par mariage, celle-ci est conditionnée à l'approbation du souverain. Grâce à ce type de contrôle, Ieyasu parvient à maintenir la paix. Un contrôle étendu à tous les niveaux de la société. Le Japon de Ieyasu est basé sur les enseignements du confucianisme prônant l'obéissance aux traditions de la hiérarchie et du respect de l'autorité. Un Japon fidèle aux traditions des samouraïs. C'est une société rigide, dotée d'un grand nombre de règles, de lois et de règlements. Chacun doit connaître sa place dans la hiérarchie sociale et s'y conformer. C'est une théorie qui n'était bien évidemment pas toujours respectée, mais c'est elle qui structurait la société. Tous les samouraïs appartiennent à l'élite sociale, qu'ils soient seigneurs de guerre daimyo ou simples fantassins. En dessous, on trouve les fermiers et ensuite les artisans. Les commerçants, considérés comme des parasites de la société, sont situés tout en bas de l'échelle sociale. Au cours du shogunat des Tokugawa, de nombreuses règles sont édictées dans le but de contrôler et de maintenir le rigide équilibre social du Japon. Des règles pouvant relever de domaines divers tels que l'alimentation ou la mode vestimentaire. Seigneurs et vassaux, supérieurs et inférieurs, doivent respecter le rang qui est le leur au sein de la société japonaise. Sans autorisation, aucun domestique n'est autorisé à porter de soie damassée de couleur blanche, de vêtements rembourrés de soie blanche, de kimonos de soie pourpre, de doublures en soie pourpre et de manches de kimono qui n'arborent pas les armoiries de la famille. Si la très rigoureuse législation japonaise a pour objectif d'empêcher toute mobilité sociale, les daimyo disposent d'alternatives destinées à obtenir certains privilèges. Suite à un décret promulgué par Ieyasu, les seigneurs doivent participer à la construction de son château, ainsi qu'au développement de Edo, la ville environnante. La construction prend des allures de grands concours, au cours duquel chaque daimyo tente de gagner les faveurs du shogun. Ces derniers transformeront rapidement le modeste château et le village tranquille d'Edo en un magnifique domaine. Un domaine baptisé plus tard Tokyo. Les rues sont plus larges, plus longues et plus droites que celles d'Espagne. Elles sont si propres qu'on dirait que personne n'y passe.
Les splendeurs naissantes d'Edo ont fait l'objet d'un récit écrit par Rodrigo de Vivero y Velasco, gouverneur des Philippines, qui fit naufrage au large des côtes du Japon. Il a passé quelques mois dans la capitale au titre d'invité du shogun. Le personnage de Rodrigo de Vivero est intéressant car il a écrit un récit au sujet du Japon après avoir quitté le pays. C'était un homme très perspicace. Il a observé plusieurs aspects de la vie japonaise que d'autres n'avaient pas vus. Toutes les rues sont habitées par des personnes d'une même profession, de sorte que les charpentiers occupent exclusivement toutes les maisons d'une rue. Il en est de même des cordonniers, des forgerons, des tailleurs et des commerçants. Les seigneurs et les nobles habitent seuls une partie distincte de la ville. Aucun roturier ni aucune personne appartenant à une classe inférieure ne se mélange avec eux. Les daimyo ayant obtenu le plus de faveurs de la part du shogun sont autorisés à vivre près du château et ont droit à plus d'audience avec le souverain. Un jour où Vivero y Velasco était au château pour une audience avec Ieyasu, il a pu assister à la visite d'un puissant daimyo venu rendre hommage au shogun.